Espace TV, le 22h. L'ex-président Alpha Condé se trouve désormais à Landrea, dans la commune de Dixine, chez son épouse, selon un communiqué du CNRD. Une actualité diversement appréciée par les acteurs de la société civile qui invitent les nouvelles autorités à veiller sur la sécurité des lieux. Cité dans une affaire de détournement d'argent à la mairie de Matam, le secrétaire général des collectivités locales décide de sortir de son silence et apporte des précisions. Mamadi Nabé affirme que les lieux de négoce et autres établissements situés dans la municipalité sont gérés par le gouvernorat en termes de taxes. Les cas de viol sont récurrents ces derniers temps dans plusieurs localités du pays, y compris Cancan. Le dernier cas en date remonte au jeudi dernier, lorsqu'une fille de 16 ans, partie puiser de l'eau à la pompe, a été violée par 3 jeunes inconnus. Depuis janvier 2021, 6 présumés violeurs ont été interpellés et déférés au tribunal de première instance de Cancan par les services de l'OPROGEM. C'est le sujet de notre grand format de cette édition. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'ancienne première dame s'est adressée aux nouvelles autorités du pays ce mardi. Sur sa page Facebook, Djeneka Bakondé s'est réjouie du transfert du professeur Alpha Condé à sa résidence à Landrea, dans la commune de Dixine. Par la même occasion, elle a remercié le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, pour le traitement accordé à son époux. Djibril Ba, décryptage. 48 heures après l'assignation en résidence surveillée de l'ex-président Alpha Condé, son épouse brise le silence. Les sentiments de Djeneka Bakondé semblent meilleurs. Pour l'ancienne première dame de la République, ramener son époux à la maison et assurer sa sécurité en lui garantissant un traitement digne de son rang est un acte qui l'apaise à plus d'un titre. Elle remercie à cet effet le CNRD en général et le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya en particulier, pour, dit-elle, son sens de responsabilité élevé. Absente à Conakry pour des raisons de santé, Djené a vu son mari évincé du pouvoir. L'un des arguments avancés par le colonel Doumbouya et ses hommes, la détérioration du tissu social. Pas de commentaire sur cette thèse jusque-là défendue par les nouvelles autorités. Cependant, l'ancienne première dame soutient que la paix et la quiétude nationale sont plus qu'importantes que tout pour elle. Pour ce faire, elle souhaite que les filles et fils de Guinée se donnent la main pour construire et façonner la République. Ce pays qui a tous les atouts pour amorcer un développement harmonieux et durable, poursuit Djeneka Bakondé. Par ailleurs, elle rassure que ses œuvres humanitaires avec la Fondation Prosmi continueront avec le même dynamisme. Ces mots ont suffi à l'épouse d'Alpha Condé pour remercier les militants du régime déchu pour leur soutien continu. Pour la même actualité, la décision du CNRD de transférer l'ancien président Alpha Condé chez son épouse à Landrea dans la commune de Dixine est une démarche saluée par le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, LIDA. Il demande également au CNRD de renforcer la sécurité. Reportage Zena Bangora, Djibril Kabak Kamara. Il est impossible de filmer la résidence qui accueille le président déchu. La résidence de l'ex-première dame est sous haute surveillance. Des blindés de la police et la gendarmerie nationale sont postés aux alentours. Si certains pensent que son transfert à la résidence de son épouse est risqué et douteux, cet activiste des droits de l'homme salue cet acte du CNRD et pense que l'endroit est bien choisi. Parce que les résidences que nous connaissons, c'est-à-dire celles de Mafanko et de Kipé, ne sont vraiment pas appropriées. Vous vous souvenez, en 2011, le président Alpha Condé a été attaqué à sa résidence à Kipé pendant qu'il était président de la République. Pour le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, le président déchu pourra bénéficier plus de liberté dans cette résidence, mais aussi recevoir qui il veut. Il demande au CNRD d'user de toute sa force pour assurer la protection du professeur Alpha Condé. Il faut donc mettre un filtre à sa nouvelle résidence pour éviter que n'importe qui puisse avoir accès, y compris des amis qu'on pourrait utiliser contre lui. Il faut travailler souvent contre sa volonté si cela est nécessaire pour sa sécurité. Si le président arrive à sortir du pays d'une manière ou d'une autre, il n'y voit aucun mal.
Le départ du président Alpha Condé pour une destination autre que la Guinée doit dépendre de sa volonté. C'est un citoyen guinéen à part entière. Le bilan du professeur peut être critiqué, mais celui-ci n'est pas totalement négatif. Il y a eu certes des erreurs et des mauvaises décisions, mais tout n'est pas à jeter dans la poubelle, estime le président de la LIDA. Sur le même sujet, à Kankan, le transfert de l'ancien président Alpha Condé au domicile privé de son épouse est diversement apprécié au sein de la classe politique, mais aussi de la société civile. Si Sivori Sano du RPG estime que le président Condé doit être évacué par la junte pour des soins et si elle trouve cela nécessaire, Antoine Dogbo Guilavogui de l'UFDG lui pense que Alpha Condé est transféré aux côtés de son épouse en attendant son jugement sur ses 11 ans de gestion à la tête du pays. Alpha Marqueta, notre correspondant régional, a été à leur rencontre. Pour nous, voici son reportage. Sori Sano est un militant engagé du RPG. Il remercie la junte pour le transfert d'Alpha Condé au domicile privé de son épouse. Quelqu'un qui est dans une chambre, enfermé, seul, et on l'envoie sur son épouse. Alors désormais, il est accompagné et tout le chagrin qu'il a peut diminuer à partir de ça. Donc pour ça, nous le félicitons et nous le remercions. Il n'a qu'à faire davantage. L'ex-préfet de Kérouané invite cependant le colonel Mamadi Doumbouya à faire évacuer l'ancien président guinéen pour des soins intensifs s'il trouve cela nécessaire, comme ce fut le cas d'Ibeka au Mali. Mais si le colonel sait que l'état de président Alpha Condé, l'état de santé n'est pas bon, il n'a qu'à se décharger, l'envoyer pour se traiter. Au Mali, quand Ibeka a été arrêté, à un moment, on l'a laissé aller se traiter et il est revenu. Pourquoi ne pas faire la même chose pour M. Alpha Condé? Donc, il ne faut pas qu'il se donne une responsabilité morale lourde dans l'avenir. L'ancien Condé du bloc libéral et Antoine Dobo Guilavogui de l'UFDG ont toute autre lecture de ce transfert d'Alpha Condé. À notre sens, il est en résidence surveillée. Donc, et c'est quelqu'un qui a déjà avancé en âge. Et je crois qu'à ce niveau, il sera entretenu comme le CNRD a tant promis. Il faut que la justice montre que Alpha a détruit ce pays. Il n'est pas libre, il est simplement résident surveillé en attendant que la boussole commence à travailler, la justice. Ce jeune activiste de la société civile salue également ce acte qu'il qualifie d'humaniste de la part du président colonel Mamadi Doumbouya à sa juste valeur. Je pense que c'est une bonne chose parce que vous avez un ancien président de la République dans votre propre palais, ça peut être encombrant. Et je pense que ça peut donner une certaine liberté aussi au président de la République de penser sur un certain nombre de dossiers. Ahmed Bangoura, élève de la 10e année, a été victime d'une balle perdue lors du putsch du 5 septembre dernier à Kaloum. Faute de prise en charge adéquate, le jeune homme risque d'être paralysé. Sa mère tire la sonnette d'alarme. Antoinette Dédé Onivogui, Yamar Alexila. Mama Issata Bangoura a vu son fils prendre une balle le 5 septembre dernier lors de la prise du pouvoir par la junte. Depuis ce jour, il peine à se remettre sur ses pieds. J'étais couché avec mon frère dimanche le 5. Quand il s'est déplacé pour aller à la douche, je me suis déplacé pour me coucher à sa place. Soudain, la balle est venue m'atteindre. Et j'ai crié. Il est venu me prendre après. Il m'a ramené dans la maison de notre voisin. C'est là-bas qu'on a attaché mon plaid pour que le sang ne puisse pas couler, quoi. Élève de la 10e année, Mohamed Bangoura a une mobilité très réduite. D'hôpitaux en hôpitaux, il s'est avéré qu'une de ses veines a lâché. Quand nous sommes partis à Kansamori, on nous a dit là-bas que la balle a touché mes veines. Je crois que c'est le douleur qui descend au niveau de mon plat de pied, quoi. C'est après avoir fini de faire la radio qu'on a su qu'ici aussi s'est déplacé. Désemparée, sa mère attire l'attention des nouvelles autorités. Je demande aux nouvelles autorités de me venir en aide. Je ne sais plus que faire. J'ai trop dépensé. Mon enfant souffre. Il risque d'être paralysé et perdre ses études. Aidez-nous, s'il vous plaît.
À ce jour, le jeune élève n'a qu'une seule envie, recouvrer sa santé et reprendre le chemin de l'école. L'annoncé dans le sommaire, accusé de détournement, le secrétaire général des collectivités locales de la commune de Matam sort de son silence et apporte des précisions. Mamadi Nabi affirme que les lieux de négoce et autres établissements situés dans leur municipalité sont gérés par le gouvernement en termes de taxes. Si la commune n'arrive pas à faire face à ses obligations, c'est bien parce que les fonds vont ailleurs. Pour donc inverser cette tendance, le secrétaire général des collectivités locales invite le CNRD à prendre le taureau par les cornes. Ismaël Nabi, Alcini Katissila nous font le point. Parmi les 6 communes de Conakry, elle est celle qui regorge beaucoup plus de marchés et de lieux de commerce stratégiques. Cependant, force est de reconnaître qu'elle ne bénéficie que d'une petite partie des fonds qui sont dégagés à travers les taxes. Mamadi Nabé est secrétaire général de la mairie de Matam. Donc il faut que ça soit clair dans la tête des gens et dans la conscience des uns et des autres que le grand marché de Conakry, c'est un marché à intérêt de la ville qui est géré par le gouvernorat de la ville de Conakry. En termes de taxes, quand je prends par exemple la TPI, la taxe professionnelle unique, assujettie à cette taxe, tous ceux qui font des activités commerciales, industrielles, établies sur le territoire d'une collectivité dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 millions, sont frappés par cette taxe. Pour donc inverser cette tendance, le secrétaire général des collectivités locales de Matam invite le CNRD à revoir cette situation. À quitter Sogifap, sur le Niger, sur la Corniche, jusqu'à Carrefour Mafanko, en passant par la Sigmadina, la taxe de la TPI est gérée par le gouvernorat de la ville de Conakry. Deuxièmement, la patente, qui est une taxe qu'on qualifie de locale, conformément au code des collectivités, la patente de toutes les personnes morales sont gérées par le gouvernorat de la ville de Conakry. Et les grands magasins, donc, que vous voyez ici, là, sont gérés par un service spécialisé de l'État qui relève du ministère des Finances, qu'on appelle la Direction nationale du portefeuille. À ses détracteurs, Mamadi Nabé lance ceci. Nous n'avons que 2 installations, c'est le marché Bonfi et le petit marché de Koléa, que la commune de Matam a comme acquis. Terminé à lutter contre la corruption dans les mines, l'ONG Action Mines Guinée a procédé ce mardi à la présentation de son 2e rapport en termes de publication des informations relatives au fonctionnement du secteur minier guinéen. Ainsi, les initiateurs veulent que chaque Guinéen sache ce qui se passe dans la gouvernance minière en République de Guinée afin de relever des insuffisances et proposer des solutions. Reportage Justin Leno, Bouakar Din Kamara. Des journalistes, des acteurs de la société civile et représentants d'ONG prennent part à la publication du 2e rapport de l'ONG Action Mines Guinée. C'est une étude qu'elle a faite sur la publication des données sur le site internet du ministère guinéen des Mines et de la Géologie. L'objectif est de favoriser l'accessibilité des informations officielles aux citoyens sur le secteur minier. Aujourd'hui, il y a des informations qui devraient être accessibles à la population, des informations qui devraient être publiques, mais on remarque que ces informations aujourd'hui ne sont pas disponibles et ne sont pas largement diffusées et que le site du ministère des Mines n'est pas parfois à jour selon les informations, mais il y a également la Sogipami et l'ANAFIC. La Guinée dispose d'un code minier qui date de 2011, amendé en 2013 par les articles 153 et 158 qui consacrent la transparence et la lutte contre la corruption dans le secteur minier. Les activités de l'ONG Action Mines Guinée consistent à vérifier si cet engagement est respecté. Action Mines Guinée est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur minier. Et lorsqu'on parle de bonne gouvernance, il est obligatoire qu'il faut parler de la lutte contre la corruption, de la promotion de la transparence dans le secteur minier. À la suite de cette évaluation, l'ONG Action Mines Guinée a fait des recommandations aux autorités. Que les informations ne soient pas aujourd'hui un tabou pour la population. Il faut avoir une accessibilité vraiment au niveau de toutes les données qui ne sont pas sensibles, comme on l'a dit au début. La Guinée a souscrit à l'initiative de transparence dans les industries extractives depuis un moment. Dans sa norme 2019, notamment l'exigence 7, elle encourage la divulgation systématique des données à l'exploitation minière.
Ouverture d'un panel ce mardi entre étudiants et cadres du secteur privé considérés comme un modèle de réussite. L'objectif est d'inciter les jeunes à opter pour l'entrepreneuriat, une manière de lutter contre le chômage et freiner l'immigration clandestine. L'initiative est de Conakry Communication qui promet d'intensifier ces genres de rencontres au sein des universités guinéennes. Alseni Bari, Mohamed Kapelo Silla. Cette rencontre est axée sur l'entrepreneuriat, le leadership, la lutte contre l'immigration clandestine. À tour de rôle, ces panélistes considérés comme modèles de réussite ont évoqué leur parcours tout en expliquant les défis qu'ils ont dû relever. L'événement d'aujourd'hui s'appelle les modèles de réussite parce qu'il y a des gens qui ont réussi ici, qui ont étudié ici, qui ont né ici, qui ont grandi ici, qui ont étudié ici et qui ont employé beaucoup de jeunes ici. Donc je pense que c'est des modèles de réussite. Je me dis que c'est normal de mettre la projection sur les personnes comme ça et pour que les étudiants guinéens puissent s'inspirer d'eux davantage. Maïmouna Bari, comme les autres étudiants, ont salué ces panels. Pour elle, cette initiative permet d'encourager ses collègues à opter pour l'entrepreneuriat jeune. Je pense que voir ces panélistes ici et ces étudiants qui sont là aujourd'hui comme des spectateurs, je pense que ça va aider l'étudiant guinéen surtout à se débarrasser du complexe que nous avons à nous, de se lancer, de travailler, d'avoir le courage, de l'audace et de la persévérance. Ce cadre d'échange devrait s'étendre à d'autres intervenants qui ont brillé dans les universités guinéennes et qui continuent de léguer leur savoir aux nouvelles générations. Ce mardi à Conakry, des journées de réflexion sur les enjeux et les perspectives du Fonds social de la sécurité et de la protection civile guinéenne. Pendant 2 jours, ces responsables de police vont échanger sur la faisabilité du projet qui consiste à améliorer les conditions de vie et de travail des policiers. Bernard Koundounou et Alseni Kamara pour le compte rendu. Les 2 jours d'échange visent à faire la réflexion sur les enjeux et les perspectives du Fonds social de la sécurité et de la protection civile. L'atelier est une occasion de faire une large communication autour du projet et aussi améliorer la gestion et les principes de gouvernance du fonds. Au cours de ces journées consultatives, nous allons débattre la problématique et les défis et surtout les problèmes auxquels le Fonds social est confronté à nos jours. Et pour le renforcement des capacités des personnels de police et de la protection civile. La création du Fonds de sécurité et de la protection civile s'inscrit dans la vision des nouvelles autorités qui comptent améliorer les conditions de vie et de travail des agents de police et de la protection civile à travers les fonds prélevés sur leur salaire, souligne le secrétaire général du département qui a présidé le lancement des travaux. Lorsque un fonctionnaire de la police tombe malade, lorsque un membre de sa famille tombe malade et l'on sait que son salaire suffit à peine pour se nourrir, a fortiori faire face à ses besoins de soins, il est tout à fait normal que le Fonds social, qui est aujourd'hui opérationnel, soit à mesure d'assurer les soins nécessaires à la santé, à la vie de l'agent en question ou de sa famille ou d'un membre de sa famille. Le secrétaire général du ministère de la Sécurité rassure de la bonne utilisation des fonds qui seront prélevés sur les salaires pour le bien des agents. L'employé d'une usine à Manéa rendu l'âme le 24 novembre dernier des suites des malaises cardiaques. Selon certains de ses collègues, la mort de sa cause serait survenue sur les lieux de travail. Ce mardi, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTJ, a animé un point de presse. L'occasion a été mise à profit pour apporter plus de détails. Les collègues du défunt nous indiquent qu'il ne souffrait d'aucune maladie. Mohamed Sissé, Abdoulaye Kamara nous donne plus de détails. Ils sont tous abattus de la mort inopinée de leur collègue de travail, Ibrahima Sorisako. Contrairement aux informations diffusées sur les réseaux sociaux par certains journalistes, le secrétaire général adjoint du bureau syndical de l'usine indique que cette mort est survenue suite à un malaise cardiaque. Il s'en offusque. Ça fait très mal. Personne ne souhaite le décès de son prochain dans ces pareilles conditions. Comme on l'a lu sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Et ce que Dame Kadetou vient de dire, notre camarade, c'est un conseil pour les journalistes. Aussitôt informé, le bureau exécutif national a dépêché une équipe auprès de la direction de l'usine de Topaz de Manéa. C'est une mort qui n'est pas liée à un accident de travail,
martèle la chargée des conflits de l'USTG. Quand il est question des cas comme ça, c'est soit un accident de travail, ça incombe l'entreprise, mais quand c'est une mort naturelle, surtout ce qui s'est passé avec notre camarade paix à son âme, nous savons que c'est une mort naturelle, ça peut frapper à la porte de n'importe qui. Les membres du bureau syndical de l'usine nient l'information selon laquelle l'entreprise est forcée le défunt à travailler. Le secrétaire général de l'USTG réitère que la direction de l'entreprise s'était engagée à prendre en charge les frais de l'inhumation. Toutes les dispositions ont été prises par la direction de l'entreprise qui a pris tous les frais en charge. Et comme vous le savez, nous avons signé un accord avec la direction de Topaz. Selon les informations remontées par une infirmerie de la place, Ibrahima Sourissako souffrait de gastrite depuis le mois de mai dernier. Les autorités municipales de Kamsar ont entamé une série de constructions et de rénovations des infrastructures publiques de cette commune rurale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réalisation des projets du Fonds de développement économique local. La mairie invite la participation de tous pour le développement harmonieux de cette localité minière. Reportage Omar Souli Camara, Aïssatouké Soyalo et Salif Olifo Sissé. Dans la commune rurale de Kamsar, plusieurs édifices ont fait l'objet de rénovations et de constructions grâce à l'appui du Fonds de développement économique local. Dans le marché de la cité, par exemple, les travaux de construction d'un hangar de 30 mètres de longueur avec une capacité d'accueil de 199 places est en phase de construction. C'est ici que nous exerçons notre activité de commerce. La mairie a entamé la rénovation du marché depuis la saison hivernale. Certaines boutiques et magasins sont achevés et remis aux ayants droit. Nous sommes très satisfaites de la commune. Pour les représentants des jeunes, c'est un ouf de soulagement. La rénovation et l'équipement des maisons des jeunes de Kamsar Centre et du district de Kawassa, situé à 5 km de la commune rurale. À cela s'ajoute la clôture du cimetière de Kassongoni, distant de 592 mètres. Je suis très ravi, je suis content parce que les élèves se déplaçaient à une longue distance pour accueillir le savoir. Et toutefois, ils ont ce plan bas neuf dans leur localité, c'est une joie. Là, on est très content. Pour minimiser les difficultés de la population de Kamsar et périphérie, plusieurs écoles sont construites dans les secteurs de Soseya et Dougoula, cela pour lutter contre l'analphabétisme. Tout ce que vous avez vu ici, c'est pour le développement de Kamsar. La seule chose que je peux dire à la population, c'est de continuer à se donner la main. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut qu'on s'accepte. Il faut rappeler que dans l'enceinte de la commune rurale, un nouveau bloc de 10 bureaux est réalisé par les nouvelles équipes de Kamsar. Vous le savez sûrement, la FIFA a décidé d'installer un comité de normalisation à la tête de la Fédération guinéenne de football. Cela fait suite aux irrégularités survenues dans le cadre du congrès électif qui a été annulé à la dernière minute à la demande de l'instance dirigeante du football mondial. La nouvelle est tombée ce lundi matin à la Fédération. On prend acte chez d'autres acteurs du football. Ce n'est point une surprise et les regrets se font ressentir. Mohamed Sissé, Mamadou Boiba et Dean Camara pour nous en dire plus. Le ministre en charge des sports a eu l'information il y a quelques jours. Lansana Diallo pense que la Guinée profitera de cette occasion pour mettre de l'ordre dans la gestion du football guinéen. J'avais déjà été prévenu il y a déjà quelques temps. Je pense que ça fait très longtemps effectivement qu'on parle de ce comité de normalisation. Mais il est arrivé aujourd'hui, je pense que ça va nous permettre peut-être d'avoir une vraie discussion et de peut-être remettre aussi des nouvelles règles par rapport au fonctionnement de la Fédération guinéenne de football. À la Fédération, une réunion d'urgence est tenue ce lundi. Là, on prend acte de la décision de la FIFA. Le comité de normalisation sera mis en place. Donc je m'acquitte de ce devoir de vous le dire en toute responsabilité. Un comité de normalisation, ça présente ses activités, ses prérogatives ne pourront aider qu'à faire avancer notre football, pas plus. Cet ancien international guinéen et candidat au poste de vice-président de la FIGIFOOT n'est pas surpris.
Cependant, il estime que l'injustice n'est pas totalement réparée. Ce comité de normalisation est une sanction, mais ne lave pas l'injustice qu'a connue le candidat unique de l'époque, qui devait être élu par acclamation, Boubatri, et c'est ce qui fait un peu mal. À moins de 2 mois du coup d'envoi de la CAN, les Guinéens ignorent le nom de celui qui va conduire le Sili à ce rendez-vous. Ce sera l'un des premiers dossiers du comité de normalisation qui sera mis en place vendredi. Parce qu'il est anormal pour une équipe normale, pour un pays normal, d'avoir des problèmes de sélectionneurs comme ça à 3 mois, 4 mois ou 6 mois de la compétition. Le bureau exécutif sortant de la Fédération guinéenne de football a été mis en place après une période de transition qui a été gérée par un autre comité de normalisation. Le journal se poursuit maintenant avec un autre angle. Notre angle de ce soir nous amène à Kankan pour parler du phénomène de viol qui est devenu monnaie courante ces derniers temps dans la cité. Le dernier cas en date remonte au jeudi dernier lorsqu'une fille de 16 ans, partie puiser de l'eau à la pompe, s'est vue étranglée puis violée par 3 jeunes inconnus. À en croire le chef d'antenne régionale de l'Oprogem, de janvier 2021 à nos jours, son service a interpellé et déféré 6 présumés violeurs au tribunal de première instance de Kankan. Commandant Sahaladine Diallo explique que la recrudescence du phénomène par la démission parentale, la consommation des stupéfiants par des jeunes et la non-application de la loi. C'est un grand format signé Alpha Marqueta, notre correspondant régional dans le Bataire. Il est 19h ce jeudi. Guéné Camara se rend à la pompe pour trouver de l'eau. C'est là que ses bourreaux, au nombre de 3 dont elle ignore les identités, auraient profité de son isolement au regard des passants pour abuser d'elle dans ce garage d'à côté. Ma maman avait soif. J'avais pas d'eau dans notre jarre. C'est ainsi que j'ai pris le bidon pour aller puiser de l'eau. Je suis restée assise sur le bidon. Quelqu'un est venu derrière moi prendre ma bourse. Et ces 2 autres amis l'ont prêté main forte. Ils m'ont envoyé dans le garage d'à côté et ils ont abusé de moi. Après avoir abusé de moi, ils m'ont abandonné là-bas, partir. Après avoir accompli leur sale besogne, les malfrats ont pris la poudre d'escampette laissant la fille abandonnée à son sort. Je suis restée couchée là. J'ai aperçu 2 femmes qui passaient. Je leur ai demandé secours, c'est ainsi qu'elles m'ont aidé à rejoindre la maison. Sitôt informé, le chef d'antenne régionale de Progem Kankan s'est rendu sur les lieux avec son équipe. Il a fait évacuer d'urgence la victime à l'hôpital régional où le viol a été confirmé par des médecins légistes. On a référé la fille à l'hôpital régional de Kankan pour que le médecin nous dise réellement ce qui s'est passé. C'est effectivement, elle a été violée. Et c'est ce que les médecins ont confirmé. Ils ont confirmé que la fille a été bel et bien violée. Désemparée, la mère de Guéné s'en remet à la volonté des autorités pour qu'elle puisse voir au moins les violeurs de sa fille de 16 ans. Je préfère la mort aujourd'hui que la vie à cause du déshonneur que ma fille vient de faire l'objet. Je suis écœurée, j'ai honte. Je demande aux autorités de m'aider pour que je puisse voir au moins les bourreaux de ma fille. Même si la chance est minime pour mettre hors d'état de nuire ces présumés violeurs, commandant Saladin Diallo reste tout de même confiant avec le temps. Comme il n'a pas été pris, il va continuer à le faire aussi. Un jour ou l'autre, il sera pris. Et quand il sera pris, peut-être qu'il va reconnaître certains faits de viol. Si le cas de cette fille fait partie, donc nous allons faire la jonction de procédure. Depuis une décennie, la ville de Kankan n'a enregistré un taux aussi élevé de cas de viol que cette année. Du mois de janvier 2021 à nos jours, 6 présumés violeurs ont pu être épinglés et déférés au TPI de Kankan par le Progem. 2021, presque nous avons déféré au moins 6 cas. Vous savez, il y a un père de famille qui avait violé ses filles. Hein? Il y a aussi 2 jeunes hommes
qui ont pris une jeune fille de 14 ans sur la moto, ils l'ont envoyé des Bordeaux à la briqueterie et ils l'ont violée. Il y a d'autres cas, une femme mentalement dérangée qui a été aussi violée. Il y a plusieurs cas comme ça là, que nous recevons, qu'on ne détaille pas tout, mais ils sont toujours déférés au tribunal de première instance de Kankan. Parce que nous, notre travail, c'est d'interpeller, mener les enquêtes, faire les auditions et puis déférer monsieur le procureur de la République, de première instance de Kankan. Commandant Diallo trouve plusieurs raisons à la recrudescence du phénomène des viols dans la cité. Les jeunes actuellement regardent des films pensant que ce qui se passe dans les films là, c'est de la réalité, surtout les films de gangsters. Et aussi, ils consomment de la drogue. Pas n'importe laquelle, il y a un médicament là qu'on appelle tramadol. Donc, les jeunes actuellement, des mines, et même en ville, consomment cela parce que ça leur donne de la force. Et lorsqu'ils prennent ça, vraiment, ils ne comprennent absolument rien. Même, ils n'écoutent pas leurs parents, ils n'écoutent personne, et ils sont prêts à tout, même à tuer. Pour le commissaire Saladin Diallo, la seule façon aujourd'hui d'endiguer cette pratique dans nos sociétés est d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Pour que ce phénomène puisse au moins s'arrêter ou bien ralentir à 96% ou bien 95%, c'est que les lois n'ont qu'à être appliquées. Si les lois ne sont pas appliquées, c'est-à-dire les gens que nous déférons au tribunal de première instance de Kankan doivent être vraiment jugés et condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Mais si vous déférez une personne, un présumé violeur, qui reconnaît les faits et qui est condamné à 2 ans, 3 ans, vous voyez, il va ressortir. Et quand il ressort, il va dire, il n'y a pas de problème, il peut continuer encore. Mais si c'est ce que la loi dit exactement, par exemple, c'est le viol de 5 à 10 ans, et de 10 à 20 ans, et jusqu'à perpétuité aussi, parce que c'est selon les cas, vraiment, ça va un peu décourager les présumés violeurs. Les cas de viol deviennent récurrents en Guinée. Dans certaines localités du pays, les victimes perdent leur vie. Information signal Fomar Kouta, notre correspondant régional dans le Baté. Ce journal a été coordonné par Fatoumata Bintabari, il a été dirigé à la régie par Abouakar Fotesouma et Kadiatou Fofana. Merci de votre aimable attention. Prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. Bonne suite de programme en compagnie d'Espace TV. Au revoir.